dessinez mais vous ne tenez pas encore de carnet de croquis ou de carnet de recherche? C'est peut-être l'heure de vous y mettre. Mais si vous ne tenez pas encore de carnet, peut-être cela vous met-il un peu mal à l'aise, voire même vous effraie. C'est vrai que la pratique du carnet peut être déconcertante, voire même absolument tétanisante pour certains. Ce bel objet tout blanc, tout propre au début, qui devient tout sali et raté par la suite, dans lequel les autres vont vouloir fourrer leurs mains et leurs yeux. Si on y rate un dessin, on a l'impression qu'on a gâché tout le carnet, et quand on en réussit un, on regrette de le voir côtoyer des croquis médiocres. Vous êtes donc nombreux à ne pas oser tenir un carnet de croquis et à préférer dessiner sur des feuilles volantes. Comme ça, au mieux, on garde les dessins réussis et puis au pire, on jette ceux qui sont ratés. Pas folle la guêpe. Mais ce n'est pas un hasard si la majorité des artistes ont tenu des carnets. Laissez-nous dans cette vidéo vous expliquer l'intérêt de la pratique du carnet, quitte à ce qu'il soit tout raté et tout moche, et qu'on ait envie de le montrer à personne. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites recherches de grands artistes à travers les pages de carnet de Rembrandt, Félix Ziem, Delacroix, Corot, Léonard de Vinci, Auguste Lepère et Jules-Victor Clarin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un autre atelier. Nous sommes Charlotte et Laurent, artistes depuis longtemps, enseignants depuis un bout de temps. Et aujourd'hui, protecteur de l'intimité de votre processus créatif. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Lorsque j'étais en année préparatoire pour les concours des grandes écoles d'art, mes profs ont insisté sur l'importance de présenter des carnets de recherche au jury. J'en tenais déjà depuis longtemps des carnets, mais c'était des espèces de pauvres choses informes et bordéliques. Mes petits dessins d'observation et d'imagination y étaient mélangés de notes, de phrases extraites de mes dernières lectures, voire même de listes de courses ou de numéros de téléphone. Ces pages emplies de notes erratiques étaient à l'image de ma dispersion. Une fenêtre ouverte sur mon éparpillement, mon tâtonnement quotidien et mes recherches immatures. Mettre moi-même ces carnets dans les mains d'un jury pour qu'ils s'en saisissent et les manipulent m'apparaissait comme une véritable exhibition et violation de mon intimité. Et puis en plus, quel intérêt franchement. J'ai donc décidé de faire de faux vrais carnets. Faux car ils ne traduiraient rien de mon quotidien ou de ma spontanéité. Vrai parce qu'ils seraient probablement plus à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. J'ai acheté de beaux carnets reliés tout propres et je les ai remplis consciencieusement de jolis petits dessins bien sages et bien faits. Je me rappelle de la pression monumentale que je me mettais à chaque nouvelle double page pour ne pas la rater. Finalement, un de mes profs a eu le bon sens de me demander « Et sinon, ils sont où tes vrais carnets ?» Je me suis très péniblement laissé convaincre et ça a été difficile, croyez-moi, de montrer mes vrais carnets lors du jury d'entrée aux Beaux-Arts. J'ai eu l'impression d'être complètement à poil, mais en fin de compte, j'ai été prise et 16 ans plus tard, je me dis qu'il est possible que mes vrais carnets n'y aient pas été pour rien. Ça ressemble à quoi, un vrai carnet d'artiste? En voit-on si souvent que ça, des vrais carnets d'ailleurs? Aujourd'hui, on a plutôt accès facilement aux carnets de grands artistes. Les grandes expositions nous les montrent derrière des vitrines et on se penche avec émotion sur ces petits livrets frêles et leurs feuilles jaunies, avec la sensation de partager un peu le quotidien de l'artiste, de voir un instant, à travers ses yeux, le monde qu'il a vécu et observé. Il y a de fait quelque chose de plus intime dans le carnet. On sait que l'artiste le tenait pour lui-même, il ne comptait pas le montrer. Mettre le nez dans un carnet instaure donc un lien privilégié de proximité. Nous pensions connaître l'artiste dont les œuvres achevées sont offertes au regard de tous sur les murs des musées et nous le redécouvrons plus vulnérable à l'observation de ses carnets. L'artiste l'emmène partout avec lui, y enregistre ses idées, ses réflexions, ses souvenirs et surtout ses observations. Et c'est extrêmement émouvant de plonger dans ce quotidien. Découvrir par exemple les nombreux croquis de Saskia ou de Henrique par Rembrandt nous livre aussi un peu de leur relation et de la tendresse du dessinateur pour ses épouses successives. On peut presque se sentir un peu voyeur. Dans certains carnets, comme dans ceux du peintre français Félix Ziem, on peut trouver des dessins très détaillés, des petits chefs-d'œuvre en eux-mêmes. On sent le temps et l'infinie patience accordés à ces dessins. On imagine l'artiste installé longuement devant ses ports ou ses paysages. Il s'agit bien plus que de simples croquis. Les valeurs et les détails y sont renseignés de manière très précise. Les musées, sans qu'on le leur reproche, nous montrent souvent ses plus belles pages de ses plus beaux carnets. Et comme le carnet n'est ouvert que sur une seule double page derrière la vitrine et qu'on ne peut pas le feuilleter, on s'imagine aisément que toutes les pages sont égrenées de petits bijoux dessinés, ce qui n'est pas tout à fait le cas comme nous le verrons plus tard. Regardons ces quelques pages du carnet du Maroc de Delacroix. Le moindre gribouillage est harmonieux.
Ça a l'air composé avec tellement de nonchalance et pourtant c'est parfaitement équilibré. On sait que l'artiste y est totalement sincère et spontané et pourtant, quelle merveille! Ces carnets sont des chefs-d'œuvre alors qu'ils n'étaient même pas destinés à être de simples œuvres. Oh waouh! Donc le mec est un génie au naturel. L'idée de tenir un carnet dans lequel nous devrions être aussi spontanés, elle est un peu glaçante. C'est un peu comme demander à quelqu'un qui est déjà hyper complexé quand il est habillé de se promener tranquillement tout nu. Ça fout carrément les jetons. Le carnet, parce qu'il est un livre ouvert sur notre naturel, peut sembler encore plus menaçant qu'un simple dessin qu'on choisirait de montrer ou bien de dissimuler. Mais le problème, c'est qu'en se disant ça, on prend le sujet dans le mauvais sens. Si ces artistes ont développé une œuvre, c'est justement parce qu'ils ont pratiqué avec naturel et partout où ils voulaient. C'est qu'ils se sont autorisés à être eux-mêmes dans toute leur imperfection. Parce qu'ils se sont permis de tâtonner, de griffonner, de chercher et de rater. Mais ça, rappelez-vous, ils n'ont pu le faire que parce qu'ils n'étaient pas encombrés par des regards extérieurs. C'est justement là l'intérêt du carnet. Être un lieu habité par l'artiste seul, où il peut être parfaitement lui-même, sans se sentir observé. L'artiste peut donc y être brutalement sincère, et chacun s'organise donc à sa façon, et l'utilise selon son caractère et à sa manière. Certains sont très organisés dans leur carnet, les numérotent, les dévouent à un objectif particulier. Pour William Turner par exemple, le carnet est un véritable compagnon de route. Il les emmenait partout avec lui et il en a rempli plus de 300. De manière générale, ces carnets étaient thématiques ou techniques, c'est-à-dire organisés par sujet et par technique. Le Wilson Sketchbook est un carnet de jeunesse et présente des dessins à l'aquarelle et à la gouache extrêmement aboutis, tandis que les carnets Skies et Channel, réalisés près de 20 ans plus tard, se concentrent sur des études plus simples et rapides de ciel à l'aquarelle. Chez d'autres, c'est franchement plus erratique, voire bordélique. Le carnet est choisi au hasard, en fonction de son format et de la place disponible. On peut ainsi trouver dans ce même carnet de Corot des dessins datant de 10 ans d'écart. Chez certains, le carnet sert uniquement au dessin d'observation et permet d'aiguiser son regard et d'affiner ses perceptions. Tandis que chez d'autres, comme Léonard de Vinci dans son fameux Codex, le carnet permet la réflexion. Qu'elle soit formelle, philosophique, scientifique, poétique. Parfois, on y voit même presque plus de notes écrites que de dessins. Chez d'autres encore, c'est également l'expression d'une sorte de dessin automatique, de détente, ou alors de croquis extrêmement rapides. Auguste Lepère, peintre et immense graveur français, a laissé de merveilleux petits carnets où se côtoient dessins d'observation, d'architecture ou de personnages, mais aussi dessins d'imagination et croquis éclairs. Ces dessins tracent avec une vivacité fulgurante un groupe de silhouettes ou la ligne brisée des toits sur l'horizon. Le carnet est aussi l'occasion de simples prises de notes qui retracent les sensations ou bien décrivent les couleurs. Delacroix était un adepte de cela et notait régulièrement les tons qu'il percevait dans le paysage. Il s'en servait ensuite à l'atelier pour chercher des accords colorés et retrouver ou exagérer les harmonies qu'il avait pu contempler. Vous le voyez bien, il n'y a pas une bonne manière de tenir un carnet. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intérêt du carnet de recherche est absolument et irrévocablement conditionné par l'intimité et la sécurité ressenties par l'artiste. C'est pour cette raison qu'on peut y ressentir la sincérité brute du dessinateur, sa passion pour sa pratique, son infime patience devant ses sujets ou au contraire, son impulsivité à saisir des visions fugaces. On y perçoit l'intensité de son observation et la solitude de sa pratique aussi. On y voit aussi parfois sa colère, son agacement quand il rate. Regardez ces dessins raturés d'Auguste Lepère et Jules-Victor Clarin. Ça ne vous rappelle personne? Le carnet est un des rares lieux où l'artiste ne cherche pas à bien faire, où il ne se soumet pas au regard des autres, mais où il pratique pour lui, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est même indispensable. Parce qu'il est le lieu de l'intimité où l'artiste se sent libre d'être parfaitement lui-même, le carnet prépare et fait advenir l'œuvre. Les musées nous les montrent souvent beaucoup moins, ces modestes pages de recherche. Mais on peut y assister aux premiers pas d'une œuvre connue. Rappelez-vous, ces dessins minutieux de Félix Ziem montrés au tout début de cette vidéo. Eh bien, ces carnets sont aussi emplis de gribouillis, de simples traces, de premières idées confuses, avant d'arriver aux esquisses de composition et puis aux études de détails plus poussées. Le projet se clarifie progressivement grâce au carnet. Le carnet est donc le lieu de la gestation. Il ne prétend pas faire œuvre, mais il prépare l'œuvre. Sans intimité, pas de gestation. Sans gestation, pas de naissance. Le carnet est le terreau indispensable à la croissance de l'œuvre. L'artiste ne la fait pas naître d'un coup de baguette magique. Le carnet témoigne et participe de ce lent épanouissement du processus artistique.
Mais la pratique du carnet est prise dans deux paradoxes. Premièrement, puisqu'il est un objet secret, son format fait mourir d'envie les autres d'y jeter un œil, et on ne peut pas leur reprocher. Mais si vous n'êtes pas prêt à partager votre intimité, eh bien aucun problème, protégez-la. Ne vous sentez surtout pas obligé de les montrer, vos carnets. Quand on y pense, un carnet, même s'il est manipulable et feuilletable, est aussi parfaitement conçu pour être fermé. Deuxièmement, même si le carnet est un lieu où la démarche mûrit et se déploie grâce au fait que l'artiste ne le conçoit pas comme une œuvre, il est bien évidemment tout de même une œuvre. C'est un très beau paradoxe qui nous rappelle encore une fois que l'authenticité de la pratique passe avant toute attente de résultat. Et voilà. Tenir un carnet ne signifie pas nécessairement y réaliser des chefs-d'œuvre. Étalez-y sans pudeur votre imperfection. Tenez un carnet pour vous, rien que pour vous, et faites-y pousser votre pratique loin de tout regard extérieur. Sentez-vous chez vous. Vous avez le droit de fermer la porte. Nous espérons vous avoir convaincu de vous y mettre petit à petit. Vous nous direz par la suite dans les commentaires si nous y sommes parvenus. À très bientôt. À très bientôt.